Dans cette vidéo, je vous conseille 7 livres pour rythmer votre année 2025. J'ai fait une vidéo le mois dernier sur la lecture, sur la manière dont ça aide à mieux gérer mon attention à une époque où l'économie de la distraction est centrale. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en description. L'un des points clés de cette vidéo, c'était que trouver le type de lecteur qu'on est, c'est hyper important pour apprendre à apprécier la lecture. De la même manière qu'il est important de trouver un travail qui nous plaît, des jeux vidéo que l'on aime ou tout simplement des gens avec qui on aime passer du temps, la lecture c'est pareil. C'est pour ça que si la vidéo du mois dernier avait pour but de redonner envie à certains de lire, celle-ci est faite pour vous aider à trouver votre premier livre ou votre prochain livre. Il y en a pour tous les goûts, c'est parti. Un livre pour sortir de la productivité dénuée de bonheur. Ça fait genre des années, j'ai toujours été hyper intéressé par la productivité, que ce soit en termes de processus, de logiciels ou encore d'état d'esprit. Et il faut forcer de constater que, vu la fréquence de publication sur cette chaîne, ça n'a pas toujours marché. Il y a un youtubeur que je suis depuis des années, qui a été docteur avant de se consacrer pleinement à sa chaîne, qui a saisi l'essence de ce ressenti que j'ai. Son nom c'est Ali Abdaal et il a écrit un livre qui s'appelle Feel Good Productivity. La réussite nécessitait-elle vraiment de souffrir? Pour la première fois, je voyais se dessiner une approche alternative. Une approche qui ne se fondait pas sur un travail obstiné et épuisant, mais sur la compréhension de ce qui pouvait rendre un travail acharné plus agréable. Un système que j'en suis venu à baptiser Feel Good Productivity. Ce livre-là, il est vraiment différent de ce qu'on lit la plupart du temps sur ce type de sujet. Je le sais parce que j'en ai énormément lu. Ici, on s'éloigne un peu des clichés de la productivité toxique pour instaurer un équilibre harmonieux entre efficacité et bien-être. Comme l'a compris Newton, commencer exige beaucoup plus d'énergie que poursuivre. Lorsque vous ne faites rien, il est facile de continuer à ne rien faire. Et lorsque vous travaillez, il est bien plus facile de continuer à travailler. La règle des 5 minutes. Simple, mais puissante, cette technique incite à se mettre au travail. Mais pour 5 minutes seulement. L'idée sous-jacente est que, pour toute tâche, le plus difficile est de s'y mettre. Au cours de ces 5 minutes, concentrez-vous uniquement sur ce que vous évitez, en y accordant toute votre attention. Une fois ces 5 minutes écoulées, vous pouvez décider de continuer à travailler ou de faire une pause. Mais on parle aussi de sujets plus sérieux, comme le burn-out et comment comprendre la cause. 3 forces étaient à l'œuvre pour nous dégrader et nous conduire au burn-out. Il est facile de les confondre, elles sont pourtant fondamentalement différentes. Il y a d'abord le burn-out qui a pour origine une surcharge de travail. Vous vous éparpillez et vous en faites trop, c'est le surmenage. Il y a ensuite le burn-out lié à une mauvaise façon de se reposer. Lorsque vous ne vous accordez pas les longues périodes de relâche dont vous avez besoin. Pas des petites pauses essaimées au fil de la journée, mais de longs temps de repos qui permettraient de recharger votre énergie physique et mentale. Il s'agit de l'épuisement des ressources émotionnelles, physiques et mentales. Enfin, le burn-out survient lorsque l'on fait ce qu'il ne faut pas faire. Les semaines, les années où vous avez concentré tous vos efforts sur un projet qui n'apporte ni joie, ni sens et qui vous a vidé. Vous n'avez pas dépensé votre énergie à bon escient. J'appelle cela le burn-out dû à un défaut d'alignement. En quelques mots, si vous ressentez un vide de sens, aussi petit soit-il dans votre vie, ou que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, je pense que ce livre-là peut vous aider. J'ai trouvé que c'est un guide qui est super inspirant, qui remet au centre le plaisir du chemin sur la seule quête du résultat. Et ça incite chacun de nous à réconcilier aspiration et sérénité. Un livre pour étoffer sa culture littéraire. C'est important de lire des romans aussi, de ne pas tomber dans un cycle où on ne lit que du non-fictionnel. J'ai vu une vidéo super cool la dernière fois qui disait que les mecs ne lisaient presque plus de romans et qu'on était maintenant beaucoup plus sur du développement personnel, des essais philosophiques, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est en train de retourner le marché de l'édition de manière très grave car on tend à faire de plus en plus de romans pour les femmes et c'est un cercle vicieux. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Les histoires dans un livre, ça a une saveur qui est particulière et finalement, ça raconte souvent beaucoup plus que l'histoire. On apprend de manière un petit peu plus subtile. J'essaie personnellement de rattraper mes années collège-lycée où j'ai franchement rien foutu à ce niveau-là. Les classiques, j'en ai raté une paire. Et celui qui a vraiment retenu mon attention cette année, c'est Zadig ou La Destinée de Voltaire. C'est quelque chose qui est propre à moi. J'ai toujours aimé les héros presque parfaits, qui sont inspirants, là où je sais que d'autres vont aimer des héros qui sont plus faillibles.
Et c'est assez intéressant parce que cette année, j'ai lu Candide et Zadig, tous deux écrits par Voltaire. C'est des récits qui ont des similitudes évidentes, dans la mesure où l'on suit à chaque fois un jeune homme qui va être amené à explorer le monde et faire face à de nombreuses mésaventures. J'ai nettement préféré Zadig, car ce personnage-là, il m'a fasciné par sa sérénité, sa mesure et sa résilience. C'est de lui que les nations tiennent ce grand principe, qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider. Son principal talent était de démêler la vérité que tous les hommes cherchent à obscurcir. Tout ce que j'ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédiction. Et je n'ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l'infortune. Si j'eusse été méchant comme tant d'autres, je serais heureux comme eux. Zadig, ça fait environ 150 pages. C'est frais, ça se lit très bien. Et c'est invraisemblable de se dire que tout ça, ça a été écrit en 1747. Donc voilà, pour la culture littéraire, classique, c'est ma recommandation de cette année. Un roman pour les geeks. Bon là pour moi il faut remonter dans le temps parce que celui-là je l'ai lu il y a quelques années, mais c'est vraiment celui qui m'a donné le goût de la lecture. Player One de Ernest Cline. C'est un roman qui est hyper connu, d'un côté parce qu'il s'est vendu à des millions d'exemplaires, et de l'autre parce qu'il a eu une adaptation au cinéma de Steven Spielberg. Donc déjà quand t'as tonton Spielberg qui fait l'adaptation de ton roman, t'es max quoi. Si vous avez aimé le film, il est probable que vous allez adorer le roman aussi. Il y a vraiment des raisons de ne pas s'arrêter au film et de poursuivre sur la lecture du roman. L'histoire globale, elle est proche. Vous suivez un jeune Wade Wyatt en 2044 sur une terre à l'agonie. Donc à peu près ce qui nous attend finalement. Et dans ce monde-là, tout le monde vit dans un univers virtuel qui s'appelle l'Oasis. Son fondateur James Halliday, il est mort il y a des années et il a créé un grand jeu où le gagnant prendra le contrôle de ce monde fascinant, de sa direction artistique, de ses finances. C'est super geek dans l'ensemble, ça parle de Donjons et Dragons, de super-héros, de vieux jeux vidéo, de films, de musique. Là où certaines combines dans le genre sont un peu forcées et cache-misère à coups de référence, dans Player One, c'est autant de briques qui vont rendre cet univers palpable. Il y a vraiment tout un sentiment où l'on sent les passionnés au fond du garage qui affrontent les bureaucrates en haut d'un gratte-ciel, et c'est hyper immersif. Le film et le livre, ils sont différents et ils ne méritent pas d'être montés l'un contre l'autre comme on le fait souvent dans ce genre de cas. L'ensemble des épreuves du jeu de James Halliday sont différentes. Le film a par exemple fait le choix de faire une course qui est hyper visuelle, il y a un King Kong, il y a des bolides légendaires comme la DeLorean, ou il y a aussi la moto d'Akira. Enfin la moto d'Akira, c'est la moto du film Akira et c'est la moto de Kaneda. Ils ne font pas la même erreur que tous les rappeurs, enfin bref. Et le livre de son côté va faire une épreuve qui est bien plus philosophique et qui en fait va bien mieux avec ce support-là. Ils ont bien su tirer chacun parti du support. Comme disait Marshall McLuhan, Medium is the message. Le livre, il est également plus bavard sur son intrigue. C'est logique car il vous accompagne plus longtemps et de manière générale, il est aussi plus sombre, ce qui rajoute un certain poids à l'intrigue. Selon moi, c'est une lecture incontournable. Pour les gens qui aiment la culture geek des années 80, la science-fiction, qui sont un petit peu introvertis, avant d'apprécier Zadig, c'est vraiment des livres comme celui-ci, qui sont beaucoup plus connectés à mes premières passions finalement. C'est ces livres-là qui m'ont aidé à lire de plus en plus. En bref, si vous êtes un geek comme moi, votre porte d'entrée pour la lecture, elle est peut-être ici. Un livre pour saisir les enjeux climatiques. C'est le livre, je pense, sur lequel je vais passer un peu plus de temps, parce que c'est le sujet le plus épineux, pour ne pas dire le plus casse-gueule. Historiquement, j'ai jamais été un trop grand fan de Bill Gates, pour rien vous cacher, parce que j'esquive les produits Microsoft depuis une quinzaine d'années. Mais à force de voir Bill Gates et de l'entendre, souvent il m'a laissé une impression plutôt positive, avec un discours qui est à la fois moderne, tout en gardant une rigueur propre à un geek des années 70-80, ce que je sais apprécier. En 2021, il sort ce livre-là, Climat, comment éviter un désastre. Ça fait super longtemps que je cherchais un livre sur le sujet du réchauffement climatique, un livre qui soit à la fois technique, global, sans être trop complexe. Et déjà là, c'était pas si évident. Selon moi, c'est précisément la prouesse de ce livre et la raison pour laquelle je le conseille. On commence par survoler une problématique globale pour comprendre ce qu'est le réchauffement climatique, ce que c'est les gaz à effet de serre,
comment l'homme a une influence énorme sur ces derniers, et pourquoi prendre 2 degrés de plus n'est pas si anodin. Sur cette dernière question, il explique par exemple: Sous bien des aspects, une augmentation de 2 degrés ne serait pas seulement 33% plus grave que 1,5 degré. Elle pourrait être 100% pire. Le nombre d'individus peinant à se procurer de l'eau potable serait multiplié par 2. De même, dans les tropiques, la chute de la production de maïs doublerait. Avec l'augmentation de la chaleur, par exemple, les moustiques commenceront à se répandre dans de nouvelles régions. Ils raffolent de l'humidité et quitteront donc les zones qui s'assèchent pour celles qui vont devenir plus humides. Nous allons voir apparaître des cas de malaria et d'autres maladies transmises par les insectes, là où on ne les avait jamais connues auparavant. Une fois ces grandes questions survolées, il va, chapitre par chapitre, plonger dans les grandes catégories d'émissions, qui sont au nombre de 5. Il y a l'électricité, la fabrication, l'élevage, les déplacements, et enfin le chauffage et la climatisation. Toutes nos émissions rentrent dans ces 5 catégories-là. On comprend progressivement dans quelle mesure chaque catégorie a un impact, la manière dont elle fonctionne, mais aussi dans quelle mesure nous pouvons résoudre ces émissions. Et je tenais aussi un peu à revenir sur les reproches les plus courants qui sont faits à Bill Gates. C'est notamment sa tendance au déterminisme technologique. Donc qu'est-ce que c'est le déterminisme technologique? C'est qu'il veut tout régler par le spectre de la technologie, au détriment de facteurs sociaux, économiques, culturels. Et dans son livre, selon moi, c'est vrai, il passe beaucoup de temps à parler de technologie et d'innovation. Mais je ne le vois pas comme une mauvaise chose. Pour moi, la résolution climatique, c'est éminemment technologique, car la solution n'est pas dans la sobriété énergétique, ou du moins pas que là-dedans, car nous consommerons de plus en plus, nous serons de plus en plus, et il faudra avant tout produire différemment et mieux. Et de l'autre côté, il explore également beaucoup de dimensions politiques, les perspectives à toutes les échelles, pour les entreprises, pour les gouvernements, pour les particuliers, et il passe un temps assez grand à parler de la responsabilité des pays développés, notamment envers l'Afrique. Le Kényan moyen produit 55 fois moins de dioxyde de carbone qu'un Américain. L'Afrique n'est responsable que de 2% des émissions dans le monde. En résumé, les gens riches et ceux qui ont des revenus moyens sont les principaux coupables du réchauffement climatique. Les plus pauvres en sont les moins responsables, mais ce sont eux qui en souffriront le plus. Ils méritent le soutien du monde entier et ils ont besoin de bien plus que ce qu'on leur accorde. En résumé, ce livre peut être une lecture essentielle pour quiconque cherche à comprendre et combattre la crise climatique. Je ne le considère pas comme une Bible, et vous ne devriez pas le considérer comme une Bible non plus, mais moi ça m'a permis de construire un référentiel sur le sujet qui continue d'évoluer depuis. Et voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous ne voulez plus être, on va dire, sans réponse et sans argument, je vous conseille cette porte d'entrée-là. Un livre pour réveiller l'artiste qui sommeille en vous. Vient maintenant le tour de Rick Rubin. C'est pas nécessairement un nom que tout le monde connaît. C'est un producteur de musique qui a produit, entre autres, les Beastie Boys, Public Enemy, les Red Hot ou encore Adele. Donc assurément, c'est pas n'importe qui. C'est un personnage qui est assez clivant, dans la mesure où il ne brille pas par ses compétences techniques. Il a même déjà déclaré en avoir presque aucune. Sa grande force à lui, ça a toujours été sa vision. En 2023, il a sorti un livre, The Creative Act, et il explore le processus créatif comme mode de vie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est qu'il est composé de plein de petits chapitres de moins de 3 pages. Cela permet de faire des mini-sessions de lecture, le genre de laps de temps où d'habitude on ne fait pas grand-chose de plus qu'aller sur notre téléphone. Le sujet central de ce livre-là, c'est toujours la créativité, sous tous ses angles. Il y a certaines approches qui résonnent beaucoup plus que d'autres, mais vu la longueur des chapitres, c'est pas si dérangeant que ça. Le livre, en fait, il offre un véritable processus méditatif. Il permet de réfléchir profondément à ses propres projets. J'ai ressorti une bonne quinzaine d'idées globales de ce livre-là. En voici 2. Le monde n'attend pas éternellement la même chose. Souvent, les idées les plus innovantes viennent de ceux qui maîtrisent les règles à un tel degré qu'ils peuvent les dépasser, ou de ceux qui ne les ont jamais apprises du tout. Imaginez ce qui peut émerger lorsque vous superposez un ensemble entièrement nouveau de matériaux et d'instructions sur votre expertise accumulée. Des peintres comme Barnett Newman, Piet Mondrian et Joseph Albers ont été formés de manière classique et ils ont choisi de passer leur carrière à explorer des formes simples, monochromatiques
et géométriques. Les imperfections que vous essayez de corriger pourraient s'avérer être ce qui rend votre travail formidable. Dans la poterie japonaise, il existe une forme artistique de réparation appelée kintsugi. Lorsqu'une pièce de céramique se casse, plutôt que d'essayer de la restaurer à son état d'origine, l'artisan accentue le défaut en utilisant de l'or pour remplir la fissure. Cela attire magnifiquement l'attention sur l'endroit où l'œuvre a été brisée, créant une veine dorée. Prendre un mauvais tournant vous permet de voir des paysages que vous n'auriez jamais vus autrement. En quelques mots, The Creative Act, c'est plein de bonnes intentions, c'est super généreux, c'est méditatif. Vous y trouverez peu de solutions pratiques pour rien vous cacher, en tout cas moi j'en ai pas trouvé. Il y a vraiment de quoi réfléchir et d'en apprendre un petit peu plus d'un point de vue plus philosophique. Si dans votre vie vous avez du mal à initier certains projets créatifs ou à les définir et que ça vous tient à cœur, ce livre-là peut être une bonne porte d'entrée. Un livre pour comprendre le charme de la société traditionnelle japonaise. Je pensais pas me passionner pour ça, et pourtant. En 1933, il y a quelques années donc, Junichiro Tanizaki écrit un essai sobrement intitulé « Éloge de l'ombre ». Dans la perspective d'un Japon en pleine évolution, avec l'adoption d'innovations occidentales comme l'électricité, il décrit comment son pays se mue et perd sur le chemin une partie de sa singularité et de son charme. L'introduction est en tant que telle déjà remarquable. Le premier exemple pour parler de tout ça, c'est les toilettes. Ça peut paraître bête, mais pendant des pages, on nous explique comment tout est fait, dans l'emplacement, l'isolement, les jeux de lumière. Tout est fait pour rendre ce lieu comme un havre de paix. Au-delà de cet exemple, un peu farfelu, l'idée globale, c'est bien de faire une véritable ode à l'harmonie des ombres, révélant une beauté souvent ignorée par le pragmatisme moderne. En parlant du charme des objets usés, plutôt que de l'inox étincelant. D'une manière plus générale, la vue d'un objet étincelant nous procure un certain malaise. Les Occidentaux usent, même pour la table, d'ustensiles d'argent, d'acier, de nickel, qu'ils polissent afin de les faire briller, alors que, nous autres, nous avons en horreur tout ce qui est resplendit de la sorte. Il nous arrive certes, à nous aussi, de nous servir de bouilloire, de coupe, de flacons d'argent, mais nous nous gardons bien de les polir ainsi qu'ils le font. Bien au contraire, nous nous réjouissons de voir leur surface se ternir et, le temps aidant, noircir tout à fait. Non point que nous ayons une prévention a priori contre tout ce qui brille, mais à un éclat superficiel et glacé, nous avons toujours préféré les reflets profonds, un peu voilés, soit dans les pierres naturelles aussi bien que dans les matières artificielles, ce brillant légèrement altéré qui évoque irrésistiblement les effets du temps. C'est un livre de moins de 100 pages que j'ai trouvé fascinant. Il m'a fait voyager dans le temps, il m'a fait voyager dans l'espace. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce livre-là. Je vous le conseille, faut l'acheter. Un livre pour entreprendre. Quand tu commences à avoir environ 25 ans, c'est un âge qui n'est pas si évident. Tu vas faire face d'un seul coup à plein de défis. Tout d'abord, tu as un entourage qui évolue. Tu vas t'éloigner naturellement de certaines personnes et tu vas en rencontrer de nouvelles. Tu as aussi des parents qui vieillissent et mine de rien, toi aussi, tu commences à ne plus grandir, mais à vieillir. Et enfin, tu dois trouver une vocation, quelque chose à faire de ta vie. Je pense que l'une des plus grandes aides dans cette période pour moi, ça a été un livre en particulier, c'est L'Art de la Victoire de Phil Knight. C'est l'autobiographie du fondateur de Nike. Ce livre-là, il a été tellement inspirant et réconfortant pour moi. J'ai vraiment un excellent souvenir de sa lecture et j'y reviens souvent. C'est l'histoire d'un jeune homme de 24 ans, Phil Knight. Il a un avenir qui est incertain, il est perdu dans l'Oregon aux États-Unis. C'est un endroit qu'il aime, mais où il est aussi persuadé qu'il ne se passe pas grand-chose. Il est passionné de course à pied, mais il n'a absolument pas le niveau pour être un athlète pro. En fait, en bref, le type est complètement paumé. Et je pense qu'à cet âge-là, c'est assez commun. Ce n'est pas dans ce livre-là que vous aurez des grands secrets pour créer une marque qui est valorisée à plusieurs dizaines de milliards de dollars comme Nike. Et honnêtement, je ne pense pas que ça existe, ce genre d'ouvrage. Dans ce livre-là, il est surtout question d'une immersion totale dans ce que ça implique de faire de sa passion son métier. Avec plusieurs années de recul, ce ne sont pas les anecdotes sur Nike qui m'ont marqué, je me souviens surtout de tout le reste. Tout d'abord, de l'incertitude de son personnage principal à laquelle je pouvais m'identifier.
Ma timidité me rendait inapte à la vente d'encyclopédies, et mon ego ne le supportait pas. Je n'étais pas fait pour encaisser autant de rejets. Cela, je l'avais compris depuis le jour où j'avais été écarté de l'équipe de baseball au lycée. C'est aussi le besoin de suivre une vocation qui a du sens. Je voulais consacrer chaque minute de chaque journée à Blue Ribbon. Je n'avais jamais été doué pour faire plusieurs choses en même temps et je ne voyais pas de raison pour que cela change. Je voulais me focaliser à temps plein sur la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Si ma vie ne devait être que travail, je voulais que mon travail soit un jeu. Je voulais quitter Price Waterhouse. Ce n'était pas que je haïssais cette entreprise, c'était juste que cela ne me correspondait pas. Je voulais ce que tout le monde veut, être moi à plein temps. Mais c'est également la motivation de savoir que parfois, les derniers seront les premiers. La Team Nike dans les années 70, c'est des vrais outsiders, des profils atypiques pour la plupart, et personne n'aurait misé sur eux. Il y a un passage que j'aime beaucoup, où il est question de leur style vestimentaire, et ça illustre bien ce propos-là. J'ai souvent été consterné par ce que certains d'entre nous se mettaient sur le dos. Des banquiers, des investisseurs, des représentants de Nisso et toutes sortes de personnes que nous devions impressionner passaient par nos nouveaux locaux, et ils restaient souvent pantois devant les shorts hawaïens de Strasser ou les tenues de chauffeurs de bulldozer de Hayes. Cette excentricité était parfois drôle. Un haut dirigeant de Foot Locker nous a dit « Nous vous considérions comme des dieux jusqu'à ce que nous voyions vos voitures. » Mais ça devenait gênant. Et surtout, ça risquait de nous porter préjudice. Si vous avez une passion et que vous voulez en faire votre métier, vous devriez donner une chance à ce livre-là. J'espère sincèrement qu'il peut avoir sur vous le même effet qu'il a eu sur moi et vous conduire de l'irréel au réel. Voilà, c'était donc 7 livres que j'ai beaucoup aimés dans des registres très variés. J'espère que vous avez pu y trouver des inspirations pour votre prochaine lecture. Tout de même, je tiens à émettre une réserve sur la liste que je vous propose aujourd'hui. C'est vraiment que des mecs qui ont écrit ces livres-là. C'est absolument pas volontaire, ça je peux vous l'assurer. Cette année, j'ai bien lu Ajoute un zéro de Alexandra Martel qui parle de pricing. C'était super cool, mais il ne fait pas partie de la curation d'aujourd'hui pour la seule raison que ça s'adresse exclusivement aux indépendants. Si tel est votre cas, bien évidemment, je vous le recommande. Je me permets de faire appel à vous, une fois de plus, je le sais bien. Si vous avez des livres écrits par des femmes qui vous ont marqué ou plu, parlez-moi-en en commentaire et je pourrai diversifier un petit peu plus mes horizons. Je vous remercie par avance. Je ne cours pas après la distribution de mes lectures en 50-50 hommes-femmes, mais là, franchement, 95-5, ça craint quand même. Voilà, parenthèse fermée. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je ne vais pas reparler de livres tout de suite sur la chaîne. On a plein d'autres sujets à couvrir ces prochains mois et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Il faut aussi tout simplement que je me laisse le temps d'accumuler de nouvelles recommandations pour vous les faire parvenir ici même un jour prochain. Comme d'habitude, partagez cette vidéo à un de vos proches, laissez un j'aime, s'abonner ou même commenter sont les meilleures façons de me soutenir. À très vite.